Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux naturellement de participer à ce débat, à cette table ronde sur un sujet effectivement essentiel, historique. Je pense qu'effectivement le monde est en train de changer, comme nous le dirons, je pense, un certain nombre des participants à ce colloque. Je ne suis pas sûr d'illustrer mes propos avec des citations aussi bien choisies que l'ambassadeur Vetavolia. Je vais simplement vous conduire vers les eaux calmes de la Méditerranée et du Golfe Persique. Comme vous savez, au Moyen-Orient, tout va bien, tout est paisible. Avec l'obsession ukrainienne, effectivement, c'est une région du monde qui ne semble plus intéresser beaucoup de monde, alors que je pense que là aussi, il y a beaucoup de problèmes et des risques de bombes à retardement. Il est clair que ce qui se passe en Ukraine devait avoir des conséquences sur le Moyen-Orient, ne serait-ce qu'en raison, je dirais, de la proximité géographique de l'Ukraine par rapport au Moyen-Orient, en raison aussi des liens politiques des pays du Moyen-Orient avec la Russie, dans une moindre mesure l'Ukraine, avec les États-Unis et avec l'Union européenne, parfois avec ces quatre ensembles en même temps. Je citerai à cet égard Israël, qui entretient d'excellentes relations avec la Russie, qui a encore une communauté juive importante en Ukraine, en particulier à Odessa, et qui effectivement a des relations privilégiées avec les États-Unis et avec l'Union européenne. L'Arabie saoudite, assez paradoxalement, comme nous le verrons, est un peu dans le même cas. Et à ces liens politiques s'ajoutent des liens économiques. On l'a vu avec les inquiétudes suscitées par le risque de rupture des approvisionnements en matière de céréales à destination des pays méditerranéens. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que le Moyen-Orient les pays du Moyen-Orient ont pris leur distance vis-à-vis de la situation en Ukraine, à quelques exceptions près. Ce qui n'a pas empêché, je dirais, un certain rapprochement, une certaine attitude de neutralité sur le dossier ukrainien, et parfois des soutiens apportés à la Russie. Comment expliquer cette situation? Il faut d'abord souligner qu'effectivement les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine sur le Moyen-Orient sont importantes, immédiates, mais contrastées. Les conséquences sont, surtout pour la plupart des pays du Moyen-Orient, sont surtout négatives, compte tenu de la dépendance en matière de céréales et d'engrais de la plupart des pays du Moyen-Orient, surtout dans des pays où les céréales représentent l'essentiel de l'alimentation. Cette dépendance, je cite quelques chiffres, elle est de 96% du Liban, de 92% au Soudan, de 86% en Égypte. Et donc se posait un double problème, celui du risque de la rupture des approvisionnements et le risque effectivement d'une augmentation des prix et des coûts, en particulier du blé. Alors effectivement, dans un premier temps, il y a eu une envolée des prix, il y a eu la crainte d'ailleurs exprimée par le secrétaire général des risques de famine au Moyen-Orient. Ceci finalement n'est pas arrivé grâce en particulier à la médiation habilement proposée par le président Erdogan et à l'accord qui a été établi en liaison avec les Nations Unies. Donc il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement, mais il y a eu tout de même une envolée des prix, puis une certaine stabilisation à un niveau relativement élevé. L'autre aspect, je dirais, négatif de la guerre en Ukraine sur ces pays de cette zone, c'est effectivement la dépendance en hydrocarbures, avec une évolution un petit peu comparable, une envolée des prix jusqu'à $130 le baril
au début de la crise, puis une baisse, mais à un niveau relativement élevé. En ce moment, les cours se promènent, je dirais, entre 80 et 90 dollars le baril. Sauf pour les exportations que la Russie envoie un certain nombre de pays à des prix bradés. Et donc, sur une situation économique qui était déjà difficile, en raison notamment de la crise du Covid, il y a eu une dégradation effectivement de la situation économique financière de la plupart des pays de cette zone, avec des taux d'inflation importants, la chute des monnaies, la chute des réserves en devises, un gros déficit de la balance commerciale. Ceci touche en particulier l'Égypte, qui est économiquement et financièrement en faillite, malgré un accord avec le Fonds monétaire, mais qui ne réglera pas le problème. Et malgré, je dirais, une aide massive de certains pays du Golfe, en particulier les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar, pratiquement, ils ont déboursé dans les derniers mois autour de 30 milliards de dollars, avec en particulier des prises de participation dans des sociétés en cours de privatisation en Égypte. Même problème pour la Turquie, avec là aussi des taux d'inflation extrêmement forts, une chute de la livre turque, mais le maintien tout de même d'une certaine croissance économique. Enfin, s'agissant, je dirais, des pays faillis de cette région, c'est-à-dire la Syrie, le Yémen, le Liban, l'Afghanistan, il est clair que ce qui s'est passé en Ukraine n'a fait qu'aggraver une situation qui était déjà extrêmement difficile. Il y a cependant quelques conséquences positives dont ont bénéficié naturellement les pays du Golfe, avec une évolution des cours du pétrole extrêmement favorable, avec aussi la volonté de la part de ces pays de refuser d'augmenter leur production en se concertant avec la Russie dans le cadre de l'OPEP+, qui, dès le mois d'octobre 2022, a décidé de ne pas augmenter les productions, malgré les pressions des États-Unis et des pays européens. Ceci fait qu'un pays comme l'Arabie Saoudite a pu disposer en 2022 d'une manne à peu près de 300 milliards de dollars, ce qui est effectivement, je dirais, le maximum des revenus qu'elle a pu acquérir dans les années récentes. On a beaucoup parlé de l'Arabie Saoudite, mais les Émirats Arabes Unis, le Koweït ou le Sultanat d'Aman, ont pratiqué à peu près la même politique et sont effectivement aussi les grands bénéficiaires. Quant au Qatar, qui est plutôt un producteur de gaz, il a joué sur les deux tableaux, à la fois sur le pétrole et le gaz, avec évidemment une évolution extrêmement favorable des cours du gaz, et est apparu effectivement comme le principal pourvoyeur des approvisionnements en gaz pour l'Europe. Quelle a été l'attitude des pays du Moyen-Orient vis-à-vis du conflit? Il a évolué entre, je dirais, une certaine bienveillance à l'égard de la Russie, voire un engagement du côté russe. Pour quelle raison? Je crois que la première raison, c'est que la Russie a beaucoup investi dans cette région depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une politique traditionnelle, déjà du temps de Tsar et continuée par l'Union soviétique, de pousser vers les mers chaudes, d'un intérêt également pour des raisons, je dirais, à la fois politiques et religieuses, de protection des lieux saints, qui dès le XIXe siècle, les tsars étaient extrêmement actifs en Terre Sainte. Mais après l'écoulement de l'Union soviétique, il y a eu la période des années noires, de la décennie noire, où effectivement la Russie a perdu toute influence dans cette région. Mais après cette décennie, et déjà à la fin du mandat de Yeltsin, apparaît la volonté de reprendre pied dans cette région, non seulement avec les pays où la Russie avait déjà des liens assez étroits, des pays
qui du temps de l'Union soviétique était dans le camp de l'Union soviétique, comme la Syrie, mais ce qui est plus intéressant, avec des pays qui étaient plutôt, je dirais, dans le camp adverse, voire qui étaient des ennemis héréditaires. Je pense particulièrement à l'Iran. Les relations avec la République islamique du temps de l'Union soviétique étaient détestables. Et là, dès la fin des années 90, les contacts sont repris et se développent, sinon une alliance, tout au moins des relations beaucoup plus fortes avec ce pays qui, dans le passé, avait été plutôt considéré comme une puissance ennemie. De façon plus surprenante, la relation se développe également avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, également avec Israël, dont les relations sont privilégiées avec les États-Unis, et sur le plan d'ailleurs très personnel, les relations sont extrêmement bonnes entre le Premier ministre Netanyahou et Vladimir Poutine. De même, les relations sont reprises avec la Turquie, autre ennemi héréditaire, qui effectivement, à travers une politique ambiguë mais habile d'Erdogan, a noué des relations finalement assez confiantes, bien que diverses, je dirais, avec le président Poutine. Et donc on assiste à la multiplication des visites dans les deux sens, en particulier s'agissant de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, en Iran. Je me souviens avoir été présent en 2015 au Caire. Le président Sisi accueillait le président Poutine et qui était salué comme le héros de notre temps, toute la ville étant pavoisée aux couleurs de la Russie. Après ou avant novembre? C'était en février, si je bonne mémoire. C'est ça. Pourquoi aussi cette situation, je dirais, de bienveillance à l'égard de la Russie? Et il y a un autre élément qui est effectivement le désengagement à la fois subi et voulu des États-Unis, avec la volonté affichée dès le président Obama, confirmée par Trump, mais également confirmée par Biden, de se tourner vers le pivot du Pacifique. Avec aussi un problème de crédibilité. Les pays du Moyen-Orient ont été très choqués de la façon dont Obama a lâché Moubarak. De même qu'ils ont été choqués par le discours de Trump, qui en mai 2017 a dit de façon très crue « Ne comptez plus sur nous pour assurer votre sécurité ». Le message était passé de façon très claire et je dirais les États-Unis sont passés aux travaux pratiques lorsque le 14 septembre 2019, l'attaque contre les installations pétrolières d'Abqaiq et de Qais, sans doute venant d'éléments iraniens, a dévasté effectivement deux sites pétroliers sans qu'il y ait aucune réaction de la part des États-Unis. Et donc, les États-Unis ont connu et connaissent, je dirais, un problème de crédibilité qui coïncide avec la volonté d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient d'autonomiser leur politique, de diversifier leurs interlocuteurs, évolution qui était déjà extrêmement sensible avant le début de la guerre en Ukraine. Comment, je dirais, donc, comment tous ces pays ont réagi? Les alliés les plus proches, c'est-à-dire la Syrie, comme l'Iran, ont apporté leur soutien de façon très nette, politique et même militaire, semble-t-il, s'agissant de l'Iran.
S'agissant de l'Iran, la coopération militaire joue dans les deux sens, c'est-à-dire que la Russie fournit l'Iran en missiles, les livraisons de Sukhoi vont bientôt avoir lieu. Il semble que bien que ce soit démenti, que l'Iran ait apporté, je dirais, est approvisionné la Russie en drones et dans certains types de fusées à moyenne portée. Et les votes de l'Iran aux Nations Unies vont tout à fait dans le sens des préoccupations de la Russie. Il en est même de la Syrie qui, semble-t-il, a envoyé également quelques mercenaires. S'agissant des autres pays, la situation est assez variable, avec tout de même cette ambiguïté, cette distance qui n'exclut pas une certaine bienveillance. Déjà l'Arabie Saoudite, je dirais la veille pratiquement du début de la guerre en Ukraine, avait signé un accord de coopération militaire avec la Russie. L'Arabie Saoudite a refusé de céder aux pressions occidentales pour augmenter sa production, a respecté l'accord qui avait été établi en octobre de 2022 dans le cadre de l'OPEP+, je dirais, humilié le président Biden qui, avant les élections de midterm, avait été venu, s'était dérangé spécialement pour essayer de convaincre MBS de Mohamed Ben Salman d'augmenter la production. Il y a eu une dégradation extrêmement forte, d'ailleurs, des relations entre les deux pays. Joe Biden a évoqué même la possibilité, je dirais, de représailles qui finalement ne sont pas intervenues car, je dirais, les liens économiques et politiques avec l'Arabie Saoudite sont suffisamment forts et la pression des industriels, notamment dans le domaine de l'armement, sont suffisamment forts pour éviter, je dirais, des représailles à l'égard de l'Arabie Saoudite. Mais il est sûr qu'il y a un changement de climat, peut-être même plus, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Les Émirats arabes unis sont un peu dans la même disposition d'esprit. Dubaï, en particulier à travers l'Émirat de Dubaï, qui est à la fois un hub des contournements des sanctions, qui est un paradis fiscal où les oligarques ont pu trouver refuge, de même que leur yacht. Et Dubaï était déjà avant, je dirais, spécialement accueillant pour ces circuits un petit peu détournés. S'agissant de l'Irak, de l'Égypte, l'Égypte n'a pas pratiquement décidé, n'a pas accepté de mettre en œuvre les sanctions. En Israël, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, du côté israélien, on est un peu partagé. D'une part, les relations, comme je disais, les relations personnelles entre Yair Lapid et maintenant Netanyahou sont très bonnes, très fortes. Il y a une communauté russe très importante en Israël. Il y a également le fait que les Russes ferment les yeux quand l'armée israélienne pilonne des objectifs iraniens en Syrie. Il n'y a jamais eu aucune réaction de la part des Russes sur ce plan. Mais à l'inverse, je dirais, il y a encore effectivement des communautés juives importantes en Ukraine. Certes, Israël n'a pas établi de sanctions, a accueilli assez largement, je dirais, les oligarques, mais a accordé une aide humanitaire à l'Ukraine, mais c'est bien gardé de lui fournir le dôme de fer que réclamait Zelensky. S'agissant enfin de la Turquie, le jeu me paraît spécialement intéressant. C'est vraiment la parfaite illustration du en même temps. À la fois, Erdogan a été, je dirais, médiateur sur l'accord des céréales, a une concertation assez poussée sur le problème des Kurdes de Syrie avec la Russie, mais ils vendent des drones à l'Ukraine, ils n'appliquent pas les sanctions, et la Turquie est devenue un des principaux hubs de contournement des sanctions.
Il a interdit les détroits à tous les pays, aussi bien donc à la Russie qu'aux pays occidentaux. Il bloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et il a gagné une certaine respectabilité, je dirais, et un aura international, même si ceci peut nous déplaire, du côté français. Donc en résumé, les pays n'appliquent pratiquement pas les sanctions, ou très partiellement. Il n'y a pratiquement pas eu de restrictions commerciales avec les entreprises russes. Et comme je le disais, la Turquie et Dubaï sont certainement les deux plateformes de contournement des sanctions. Ceci se vérifie au niveau des votes aux Nations Unies. On a été très surpris effectivement qu'en février 2022, les Émirats arabes unis s'abstiennent lors de la résolution du Conseil de sécurité. Mais les Émirats arabes unis représentaient en fait l'ensemble des pays arabes, et donc c'est avec concertation avec les pays arabes qu'il a pris cette décision de s'abstenir. Un certain nombre de pays comme du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique du Nord, comme l'Algérie, ne voulant pas, je dirais, condamner la Russie. Des différentes résolutions à l'Assemblée générale, je dirais, sont également intéressantes à évoquer. En particulier la résolution du 14 novembre 2022, où pratiquement tous les qui demandent à la Russie de réparer les dégâts commis en Ukraine. Tous les pays du Moyen-Orient, y compris Israël, s'abstiennent. En revanche, le dernier vote de l'Assemblée générale demandant à la Russie de retirer immédiatement ses forces du territoire ukrainien, les votes effectivement sont plus mélangés, avec des votes contre de la part de la Syrie, et la majorité votant pour et l'Algérie s'abstenant. Est-ce que ceci va changer? Manifestement, les États-Unis sont un peu préoccupés. Le ministre Lavrov fait beaucoup de tournées pour maintenir cette attitude vis-à-vis de la Russie, mais Blinken fait également d'autres tournées, essayant d'amener tous ces pays à la situation ambiguë, voire favorable à la Russie, à une nouvelle position. Dernier point que je voulais souligner, c'est que la guerre en Ukraine a accentué également le basculement des pays du Moyen-Orient vers la Chine, avec une politique extrêmement active de la Chine depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2016, qui a, lors d'un livre blanc, souligné le caractère stratégique de cette région pour les intérêts chinois. La visite de Xi Jinping à Riyad il y a quelques semaines est aussi assez intéressante à examiner, puisque le dirigeant chinois bénéficie de 3 sommets successifs, un sommet séoulien, un sommet au niveau du Conseil de coopération du Golfe, un sommet au niveau de l'ensemble des pays islamiques, ce dont avait bénéficié d'ailleurs Trump en mai 2017. Ce parallèle n'a certainement pas plu aux États-Unis. En conclusion, je dirais que, au fond, à l'image de la position de ce qu'on appelle peut-être abusivement le Sud global, rares ont été les pays qui appliquent véritablement les sanctions, et c'est le cas notamment des pays du Moyen-Orient. Un représentant du département d'État se plaignait que seuls 40 pays finalement appliquent véritablement les sanctions de l'Union européenne ou des États-Unis. Ceci étant, il n'y a pas de bloc. Je pense qu'il n'y a pas de sud global. Il y a actuellement une situation de ce que le ministre des Affaires étrangères indien a appelé le multi-alignement, qui est au fond une assez bonne illustration du en même temps cher à notre président, de relations à géométrie variable et une certaine fluidité dans les relations internationales. Voilà, je vous remercie.